Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du couple, épisode 27. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode Dr Love, où l'on répond aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Sur Instagram, ouais. On organise de temps en temps des petites sessions où on répond à vos questions. Je pense qu'on en fera un petit peu plus l'année prochaine, parce que c'est un format qui vous plaît beaucoup et qui permet de traiter de plein de sujets dans un même épisode. Et nous, on adore parler comme ça, de manière un peu plus spontanée aussi, que des épisodes un peu plus préparés, qu'on continuera de faire aussi, bien évidemment. Aussi, on prend un petit temps pour vous annoncer que ce sera le dernier épisode de l'année. Oui. Parce qu'après cet épisode-là, on va prendre un petit peu de vacances, on va se reposer. Et on sera de retour en janvier, voilà, normalement. En janvier, pour une rentrée prometteuse aussi. Voilà, on a plein de contenus, plein de surprises pour la rentrée. Oui. Donc voilà. Voilà. Peut-être qu'on peut commencer tout de suite par les questions. C'est parti. Let's go. Alors, la première question, c'est pourquoi, lorsque je suis en couple, j'ai tendance à oublier mes rêves et mes objectifs ? Je finis par quitter le couple pour pouvoir me recentrer sur moi, des idées pour m'aider à me sentir bien et me mettre en priorité en couple. Je crois que c'était une femme qui posait cette question. Alors, moi, ça me parle, cette question du monde du « ou » versus le monde du « et ». Le monde du « ou », c'est en fait des oppositions. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concilier deux contraires. On ne peut pas concilier deux positions qui peuvent paraître contradictoires. Là, c'est soit, en gros, je disparais entièrement dans le couple, et donc carrément je cesse d'exister, c'est-à-dire les objectifs, les rêves, tout ce qui fait que ce qui me constitue en tant qu'individu singulier, en fait, disparaît dans le couple. Et quand on voit qu'on a atteint cet extrême-là, et ben tout à coup, il y a un clivage et on passe à l'inverse. Et là, on se dit, en fait, on rompt la relation pour se consacrer enfin à soi. Comme si les deux n'étaient pas tenables, en fait, ensemble. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça le monde du « ou ». C'est ça ou ça. Ouais. Tu vois ? Et c'est une attitude que je retrouve chez pas mal de mes patients. Cette idée d'un clivage comme ça entre une vision qu'on a de soi-même qui nous amène à de la souffrance et puis tout à coup il y a une rupture et on va absolument devenir tout à coup l'inverse, mais ça marche pas parce que quand on a cultivé une énergie, pour incarner l'inverse, ça nous porte au-delà de tous nos repères et en fait on se retrouve coincé entre deux extrêmes comme ça, entre une tension entre ces deux choses-là. Oui, puisque une partie d'elle aussi veut être en couple. Une partie d'elle veut être en couple puisqu'il y a ce besoin-là. C'est comment la fin de la question, c'est comment me sentir bien et me mettre en priorité, mais dans le couple. Ouais. Donc voilà, ça me paraît important de souligner ça. Et donc par opposition au monde du « ou », c'est le monde du « et ». C'est-à-dire qu'on peut concilier différents aspects, tu vois. Et ça me paraît essentiel. Et le problème aussi avec le monde du « ou », avec le monde des extrêmes, c'est que c'est un terrain de projection infini, quoi. Parce qu'à partir du moment, en fait... où on s'identifie à, tu vois, dès qu'on se retrouve dans une situation, on renie une part de nous-mêmes. Donc là, par exemple, la part d'elle qui est un peu assertive dans la vie, qui veut s'autonomiser, qui veut se réaliser, cette part-là, elle est mise complètement en veilleuse quand il y a le couple, d'après ce que je comprends. Oui. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, puisque cette part-là, elle n'est pas assumée, ça devient de l'ombre, et donc c'est forcément projeté, en fait. C'est-à-dire que je pense que ça va forcément avoir un impact sur le choix du partenaire et sur la façon dont on va orienter la relation. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que si, dès que tu fais rentrer une énergie masculine, par exemple, dans ta vie, puisque tu es une femme et que je pense qu'il y avait ça derrière, et ben en fait, il y a une partie de toi qui s'atrophie complètement, et ben peut-être que justement, déjà, il y a peut-être aussi un truc qui se passe, c'est que tu vas avoir envie de te mettre avec des personnalités masculines qui vont être particulièrement assertives pour te permettre, toi, justement, de te retrouver dans ces situations où t'as pas à faire de choix, tu vois.
Ouais. Et En général, le partenaire qu'on choisit, c'est un peu le miroir de tous les trucs ouais, qu'on aimerait traverser, mais parfois qu'on n'arrive pas. ouais, tout à fait. Moi, ça me parle. Ouais. Ce que tu vis là, je pense que il y a beaucoup de femmes qui le vivent, qui s'effacent quand elles se mettent en couple. Moi, j'ai cette tendance, ça m'est arrivé aussi il y a, je sais pas, peut-être 2 ans dans notre relation, le moment où j'avais arrêté de travailler, je m'étais complètement effacée. Bon, c'était aussi dû à des soucis de santé, mais bon, ça n'excuse pas tout, parce qu'on peut avoir des problèmes de santé et pourtant continuer à y croire et avoir plein d'objectifs. Et moi, voilà, je m'étais vraiment effacée au profit du couple, etc. Et à un moment, j'avais des pensées, je projetais tout sur toi, sur le fait que c'est toi qui allais me sortir de ma situation, et du coup, voilà, je me mettais vraiment de côté et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu un déclic parce que je suis tombée un peu en dépression et enfin un épisode dépressif, je dirais. Et je me suis rendu compte que déjà, moi, je te faisais peser aussi tout le poids de ce que j'arrivais pas à mettre en œuvre dans ma vie. Ouais, tu vois, on parle de projection, là, voilà, on est complètement dedans. Je me disais que c'était peut-être de ta faute, et effectivement, j'ai eu la même pensée que cette dame-là. Je pense que j'ai pu avoir la pensée de quand j'étais seule, en fait, j'arrivais peut-être mieux à me débrouiller par moi-même, etc. Donc c'est la faute de l'autre. C'est ça, donc c'est la faute de l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je me mettais en relation, je m'infantilisais. Genre, je te demandais de l'aide pour tout. Mais vraiment. Pour, je sais pas, un truc qui est cassé, viens m'aider à le réparer. Alors que tu sais pas plus que moi. Enfin, Ouais. t'es pas plus doué sur ce truc-là, mais c'est comme si j'arrivais plus à faire les choses par moi-même. Ouais. Et je te faisais aussi peser la pression sur toi. Et du coup, tu me disais au bout d'un moment que ça t'agaçait, quoi. Ouais, Et c'est moi, normal. moi, ça venait aussi me conforter dans mon truc un peu masculin de vouloir gérer pour les autres, Aussi. qui est aussi une blessure. Tu Qui vois, est un aussi truc une blessure. assez masculin de vouloir absolument gérer pour tout le monde. Non, mais attends, t'inquiète pas, je vais gérer pour toi. Alors qu'en fait, bon, c'est une part de ma personnalité aussi, tu vois, donc je l'assume, et je pense qu'on est encore un petit peu dans ce schéma-là à certains endroits. Ouais, bien sûr. Mais ça s'est vachement désaggravé, quoi. Au sens, il y avait. Ouais. Ouais, à plein de moments maintenant, tu me demandes un truc, je dis, vas-y, débrouille-toi, en fait. Ouais. Je réponds même pas, en fait. Tu vois, Ouais. vas-y, c'est Ouais. bon. Je te Et au laisse te début, débrouiller, je le quoi. prenais super mal parce que je me disais, en fait, ça collait pas avec ce qu'on voit dans les films. On appelle à l'aide et il y a le mec qui vient nous sauver et nous aider et ouvrir le truc pour nous, et tu vois, genre. Et du coup, je me disais, mais mince, ça correspond pas à mon rêve de petite fille. Et en fait. Du moment où j'ai compris ça, parce que tu me l'as dit aussi, tu m'as dit que toi, ça te faisait peser beaucoup de pression et tout ça, et que t'en avais marre aussi que je te demande de tout et rien. Et moi, du coup, ça m'a remis à ma place d'adulte, en fait, qui a ses propres rêves, qui a ses propres objectifs dans la vie. Et c'est pas parce que j'étais en couple que il fallait que je sois une enfant, quoi, une petite fille. Et du coup, j'ai commencé peu à peu, dans des petits actes, dans des petits gestes du quotidien, à ne plus te demander à chaque fois que j'avais un truc. Toi, tu me l'as très bien fait comprendre. Soit tu me répondais pas, soit tu me disais, débrouille-toi. Je me suis complu là-dedans quand même. À un moment, j'ai incarné cette figure paternalisante un peu. Tout à fait. Mais après, en discutant et tout, on s'est rendu compte que c'était pas sain et qu'au final, on a évolué vers autre chose. Ouais. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, je vais revenir sur le monde du ou et le monde du et. Ouais. Donc le monde du ou, je disais, c'est vraiment le monde du clivage, c'est-à-dire c'est soit ça, et le lien ne peut pas perdurer dans le couple parce que le lien signifie forcément que je vais m'oublier, et donc il faut passer forcément à autre chose derrière. Et donc je disais que ça, c'est le monde du ou, qui est un peu un monde adolescent, au sens où on veut les extrêmes, voilà. Et peut-être que le monde tu vois plus apaisé, c'est un monde du et, en fait. C'est un monde où les contraires peuvent coexister. Oui. Tu vois, et où par exemple, là dans ton cas, d'après ce que je comprends, c'est que je pense qu'en relation, tu as quand même l'énergie qui est transmise dans ta question, c'est cette idée que tu as un tempérament un peu doux quand même dans la relation, c'est-à-dire conciliant, qui aime peut-être pas le conflit, tu vois, parce que cette idée de se faire passer en second plan, ouais. Et en même temps, tu manques d'autonomisation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es en couple, tu manques d'autonomie, il y a des choses que tu fais plus, tu prends plus soin de toi, etc. Et en fait, les deux peuvent exister en même temps. C'est-à-dire que tu peux à la fois faire honneur à ta nature, qui est une nature de quelqu'un de doux, qui est conciliant, qui met le collectif quand même à un niveau important dans sa vie, pour que qui met l'harmonie du collectif à un niveau important, et en même temps faire le travail d'autonomisation à un autre niveau.
Ouais. Et en fait, il s'agit pas de se renier entièrement et de devenir tout à coup la businesswoman absolue, tu vois, après avoir été juste avant la femme passive, tu vois, que tu sembles être en couple. Ouais. Et en fait, l'idée est pas de passer soit de l'un à l'autre, parce que ça, c'est des vues, c'est des projections de l'esprit, en fait. On est jamais entièrement l'un et entièrement l'autre. On est à la fois les deux, tu vois. Et puis c'est progressif aussi, tu vois. Et ça se fait progressivement, et en fait, on peut concilier complètement ça. Si tu peux à la fois être la femme indépendante qui s'autonomise, tu vois, qui s'accomplit dans sa vie, et en même temps être une femme qui fait passer le couple à un haut niveau de priorité dans sa vie en même temps. Ouais. Tu vois, et dans la fin de ta question, tu dis des idées pour m'aider à me sentir bien et me mettre en priorité dans le couple. J'ai l'impression que tu es encore en train de retourner dans le truc. C'est-à-dire, c'est soit le couple, soit toi. Mais qui a dit qu'il y avait une seule priorité? Tu peux avoir une liste de priorités. On peut chacun avoir 5 priorités, par exemple, dans la vie, et que le couple soit une des plus importantes priorités, tout en ayant comme autre priorité de s'autonomiser. Tu vois, c'est pour ça que là, on rentre dans un truc plus complexe qui est le monde du de conserver un peu toutes les parts de ta personnalité, de les intégrer, en fait, plutôt que de vouloir absolument passer soit, encore une fois, de la passivité absolue à la businesswoman absolue, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, c'est peut-être un truc aussi du développement personnel, des réseaux, qui va flatter un peu cette part-là chez beaucoup de femmes. Et c'est pas mal en soi, parce que ça leur permet tu vois, de s'autonomiser davantage dans une société où on sait qu'elles ont peut-être pas eu l'occasion de le faire à plein d'endroits. Mais en même temps, ça peut comporter un danger qui est de s'identifier complètement à ce truc-là. Ouais. Alors qu'en fait, t'as complètement le droit aussi d'être une femme qui a besoin de collectif, de se sentir bien dans son couple, de faire passer le couple à un haut niveau de priorité, encore une fois. C'est tout à fait conciliable, quoi. Ouais. Donc voilà, le monde du ou versus le monde du et moi, personnellement, je sais que plus je vais dans le monde du plus j'essaie de tenir ensemble les contraires et les parts de moi, en fait, qui peuvent sembler s'opposer. Plus je leur dis non, vous pouvez être ensemble à l'intérieur de moi, et plus je me sens mieux, quoi. Mais c'est pas facile, hein. Non, c'est dur, c'est un travail, par contre. Ouais. Mais des fois, ça titille, ça trigger à des endroits où t'as pas du tout envie d'être trigger, quoi. ça parle d'identification aussi. C'est-à-dire que quand on s'identifie complètement à une part de nous, toutes les autres parts cessent d'exister, et du coup, elles sont projetées. C'est pour ça que je parlais de projection. Ouais. Et du coup, il y a cette idée de se dire on est pluriel, il y a plein de parts à l'intérieur de nous et toutes ces parts, elles ont leur place, en fait. Ouais. Donc ça me paraît essentiel, ça. Et tu peux te mettre en priorité à certains endroits dans ton couple, et à d'autres endroits tu te mettrais un peu plus en retrait. En fait, c'est un jeu, c'est en constante mouvance en Bien plus. sûr. Un jour tu peux être comme ça et l'autre jour un peu moins, et en fait c'est une sorte d'équilibre à trouver, même si c'est dur d'avoir un équilibre. Donc c'est plutôt le mouvement, je dirais. Ouais. Moi, il y a des jours où j'ai envie de prendre le lead et d'organiser des trucs, et il y a des jours où j'ai un peu moins envie, et sur d'autres domaines, par contre, je vais mettre en priorité, mais sur mon couple, ça va être un peu différent. Enfin, ça bouge tout le temps, en fait. C'est modulable. Ouais. Et dans la question, là, j'ai l'impression que oui, c'est un peu un truc rigide, quoi. Ouais. Alors, donc, peut-être qu'on peut passer à une autre question qui était assez complémentaire. C'est pour ça que je les ai mises ensemble. Ouais. Ça parle un peu de la même chose, mais avec une énergie différente, vous allez voir. Ouais. Comment réussir à faire de la place pour tout dans le couple? Amis, passion, boulot. Et elle complète sa question en disant comment lui donner envie de s'engager davantage dans la relation. Alors moi, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est comment réussir à faire de la place pour tout dans le couple. Et après, tu dis amis, passion, boulot. En fait, c'est pour faire de la place pour tout, sauf le couple. Oui, parce que les amis, la passion et le boulot, je vois pas en quoi ça a un rapport avec ton couple. Ça, c'est des trucs que tu faisais avant ton couple, sûrement, que tu continues à faire peut-être pendant ton couple, mais il s'agit pas de couple, là. Ouais, il s'agit d'autre chose que le couple. De trucs perso, quoi, de ta vie perso. Donc, comment réussir à faire de la place pour tout dans le couple? Justement, non, c'est pas dans le couple, ça, c'est à l'extérieur du couple. Donc, donc là, ça parle d'un choix. Ça parle d'un choix, en fait. C'est-à-dire que là, je sens dans ta question que t'aimerais avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, quoi. C'est-à-dire avoir tout, mais parce que tu t'emploies tout, hein. Je dis pas qu'il faut renier sa vie amicale et ses passions quand on est en couple, pas du tout. Mais là les termes sont pas anodins. C'est-à-dire réussir à faire de la place pour tout dans le couple, et tu dis amis, passion, boulot. Je comprends. Nous aussi, après, tu vois, on arrive à dégager du temps pour ces choses-là. Mais la façon dont c'est formulé, moi, je trouve qu'il y a la question du choix derrière. C'est-à-dire que, évidemment, que je vous renvoie à l'épisode qu'on vient d'enregistrer avec Angelo Follet, où on parle exactement de ça. Cette idée que le couple, c'est une entité autre que toi plus moi. C'est une entité, une troisième entité qu'on peut appeler la maison couple, qui est cette espèce de chose qui se construit à deux
et qui ne peut exister que si on l'utilise, qui ne peut exister que si on y met de l'investissement en fait. Hein. Et donc cet investissement-là, il implique de faire des choix, forcément. C'est-à-dire qu'il y a certaines nuits ou certains soirs où, effectivement, si jamais tous les soirs il y a tu vois, c'est un impératif de garder la vie qu'il y avait avant, etc. Effectivement, forcément, ça grignote de la place sur le couple. Donc la volonté de faire de la place pour tout dans le couple, c'est une volonté qui est encore une fois qui a pas compris qu'il y avait des renoncements en fait, forcément. Ce qui veut pas dire que, alors le terme de renoncement est peut-être un peu fort, mais en tout cas une forme d'abnégation à un endroit. C'est-à-dire que la vie que tu vas avoir en couple ne sera plus la vie que tu avais avant. Ouais. Forcément. Et encore une fois, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de place là-dedans pour faire des trucs qui te passionnent, etc. Ah oui, ça veut pas dire que ce sera moins bien. Hein. Moi, j'ai toujours mes potes, on se voit souvent, j'ai toujours mes passions, tu vois. C'est pas le problème. On a chacun notre boulot en dehors du podcast. Mais par contre, le niveau de priorité et le niveau de choix a changé. C'est-à-dire que je consacre plus tous mes soirs à mes passions et à mes amis. Non, non. Il y a ma femme qui est rentrée dedans et parce que je tiens à notre couple et à la maison couple, du coup, je dis non à certains moments, à certaines choses que je faisais avant pour consacrer de l'énergie au couple et c'est pour cette raison que le couple fonctionne. Ouais. Tu vois, il y a cette phrase de Robert Neuberger qui dit le couple s'use si on ne l'utilise pas. C'est exactement ça. Et du coup, on l'utilise pas quand on veut pas faire de choix. Parce que utiliser son couple, c'est mettre de l'énergie dedans, c'est y consacrer du temps et donc c'est faire des choix et donc c'est dire non à un certain nombre d'autres choses. Donc la volonté de faire tout cohabiter dans le couple, c'est impossible. Ça marche pas. Et la question d'après. Ou alors vous allez fusionner, vous allez tout faire ensemble, travailler ensemble, avoir des amis ensemble, avoir des passions communes. Après, pourquoi pas hein, pourquoi pas moi, on a tendance à beaucoup dire, à beaucoup décrier la fusion. Je pense qu'il y a des couples qui peuvent s'épanouir dedans à un certain niveau de fusion. Il n'y a pas de pathologie a priori. Chaque couple est différent. Mais ce qui est intéressant par contre dans cette histoire-là, c'est ce que tu dis après, parce que tu demandais dans une autre question, comment lui donner envie de s'engager davantage dans la relation. Et moi, c'est évident que si toi, tu n'arrives pas à dire non à des aspects de ta vie précédente pour t'engager dans le couple, que tu vas pas lui donner envie de s'engager non plus. Ouais. Enfin, tu vois, là, il y a une projection complète. Oui. Effectivement, dans ta question, il y a un truc fort qui dit, en fait, j'ai envie d'être en couple, mais j'ai envie d'avoir la même vie qu'avant. Et de tout faire rentrer, en étant en couple. En fait, ça parle d'une problématique d'engagement chez toi. Ouais. C'est-à-dire, c'est le fameux oui mais dont on parlait avec Angelo. Ouais. C'est-à-dire, j'ai envie d'être en couple, mais j'ai envie de conserver toute ma vie d'avant. Mm-hmm. Et donc, forcément, qu'en fait, il y a un problème d'engagement à cet endroit-là. Et peut-être que justement, c'est pour ça que tu manifestes des relations dans lesquelles les autres ont du mal à s'engager, parce que toi-même, tu as du mal à t'engager. Ouais. Tu vois, moi, ça me paraît très très fort dans ta question. Là, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Alors, question suivante. Passer de tout au rien, la personne se désengage sans explication. Pourquoi ce comportement ? On est un peu dans les mêmes séries de questions, là, c'est intéressant. C'est un peu l'histoire du ghosting. Hein. Là, elle cite pas le mot, mais c'est un peu ça. Hein. Quand tu quittes le truc sans aucune explication et que tu dis ciao, ouais, tu t'es fait ghoster, quoi. La dernière fois, j'écoutais un podcast où il y a un mec qui était interviewé à propos du ghosting et moi, ça m'a choqué un petit peu, mais il expliquait que en fait, quand il ghostait, il avait l'impression quand il ghost, s'il devait communiquer à la personne, c'est-à-dire ne pas ghoster, il n'arrivait pas à le faire parce qu'il avait l'impression qu'il allait blesser la personne, qu'il allait blesser la fille. Et du coup, il préférait partir sans explication. C'est quand même une façon de se déresponsabiliser. Je suis d'accord. Et lui disait, en fait, j'ai rien à lui... Enfin, on n'est pas assez proche pour que je lui donne des explications. On n'est pas et il se déresponsabilisait comme ça. Et il avait pas l'air du tout d'être dérangé par ce comportement. Ouais, pour moi, c'est un problème, ça. Pour moi, c'est un vrai problème. Au moins, vous savez ce qui se passe dans la tête des ghosters. En fait, ils veulent juste pas vous blesser. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu une excuse de lâche. Ouais, complètement. Là, parce qu'il se faisait passer pour un gentil, du coup. Ouais. Tu vois, il se mettait dans la position de je veux pas être la personne qui est blessante. Mais oui, mais en fait, tu l'es en fait quand tu fais ça. Ouais. C'est encore plus blessant pour les personnes qui se font ghoster. Moi, je préférerais largement un petit message de écoute, ça va pas le faire en ce moment, je peux pas. Voilà, on va s'arrêter là. Mais au moins une explication, quoi. Ou même sans rentrer dans les détails, au moins, je
je sais pas, un petit message, parce que sinon je trouve que c'est vraiment c'est une forme de lâcheté en fait. Tout à fait. Mais en tout cas, peut-être que ça dit un truc sur la psychologie masculine, c'est on pense que les hommes ont plus Oui, tout à fait. ont plus envie de rentrer dans le conflit. Et on avait enregistré un épisode là-dessus dans le 6e épisode du podcast sur le professeur Gottman, qui est un chercheur en psychologie, et qui montrait que justement, contrairement à ce qu'on pensait, les hommes étaient plus agressifs, par contre, c'est vrai. Mais par contre, ils avaient une aversion au conflit qui était plus grande. C'est-à-dire qu'ils étaient plus prompts à manifester des signes de détresse physique intense dans les cas de conflit, ce qui était moins le cas des femmes, bizarrement. Qui étaient plus du coup à même de parler des sujets qui fâchent, etc. Donc à la fois plus d'agressivité, mais c'est parce qu'il y a un seuil de tolérance au conflit qui est plus bas. Donc je pense que c'est... Ouais, après je dis pas qu'il y a que les hommes qui ghostent, mais j'ai l'impression que c'est quand même une majorité. Souvent le cas, quoi. C'est une majorité, et c'est parce que les hommes n'aiment pas, veulent pas créer des conflits. Mais franchement, pas... pour moi, c'est pas une excuse. Non. Et le tout ou rien aussi, peut-être pour terminer sur cette question, ça parle d'un Dr Love qu'on a fait récemment sur le fait que le tout, c'est-à-dire peut-être que vous avez vécu des moments très forts ensemble, mais ça, encore une fois, ça ne dit rien sur la capacité de la personne à s'engager dans le couple. Oui, on a déjà répondu à ça. Je vous incite à aller regarder. C'était un Dr Love qui parlait de ce sujet-là. Je sais plus exactement quelle était la question, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on a pu passer des moments aussi intenses et derrière le mec me parle plus et du jour au lendemain c'est fini, quoi. Bah ouais, en fait, les moments qu'on passe avec quelqu'un ne disent rien, encore une fois, de la capacité de la personne à s'engager. Il y a peut-être des choses dans son histoire familiale, dans l'endroit où il est dans sa vie, au moment où il fait ça, qui font que malgré l'intensité de la relation, il peut pas s'engager dans la maison couple, justement, dont on parlait. Donc ça, c'est important, encore une fois, de le rappeler. Je pense que ça a soulagé pas mal d'entre vous d'entendre ça. Donc voilà, je le répète ici. Ouais. Alors la question suivante, c'est j'aime souvent des hommes indisponibles, soit tournés sur eux, soit déjà en couple. C'est un truc pour les hommes et pour les femmes, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a plusieurs hypothèses à ce truc-là. Peut-être que t'es attiré par un amour qui est... Donc, le constat, c'est que t'es attiré globalement par un amour qui est pas réciproque. Ou alors, s'il est réciproque, il est compliqué, parce que le mec va être en couple. Ouais, il est pas disponible, quoi, en gros. Voilà. Moi, je trouve que ça dit un peu un truc sur toi, parce que tu dois peut-être penser que les personnes qui sont disponibles, elles sont un peu ennuyeuses. Et que le fait d'être indisponible, ça amène du piment, ça vient te challenger à des endroits, et que pour toi, peut-être que c'est ta vision un petit peu des relations amoureuses. Ça peut être une première hypothèse, un peu tu désires ce que tu peux pas avoir, et du coup, c'est une sorte de challenge, quoi. Ouais, quelque chose d'assez transgressif, finalement. Ouais, tout à fait. C'est même pas tant la personne que son statut d'indisponibilité qui crée chez toi l'envie de transgresser, C'est ça. Et du coup, ça c'est la deuxième hypothèse, ça peut te procurer une sorte de satisfaction, d'avoir dans ta tête la pensée que peut-être tu vas réussir à changer cette personne et tu vas permettre qu'elle soit disponible pour toi. Et du coup, ça vient flatter ton ego de se dire j'ai réussi, tu vois, comme une petite victoire personnelle. Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi qui peut être satisfaisant pour toi et qui peut expliquer que tu t'orientes que vers des situations un peu compliquées. T'avais noté l'idée d'être élu. J'aimais bien. C'est ça. Ouais. C'était un peu l'heureux élu qui l'a fait changer et devenir gentil et devenir disponible pour toi, quoi. C'est un peu un syndrome aussi de l'infirmière, peut-être, je sais pas. Ouais. Et sinon, troisième hypothèse qu'on peut noter, c'est que souvent un homme en couple, il va avoir peu de temps à t'accorder parce qu'il est déjà en relation, et peut-être que du coup le fait qu'il soit indisponible, toi, ça te permet de garder justement ton autonomie, ton indépendance, donc de rester un peu libre entre guillemets, et du coup tu veux être en couple avec la personne, mais inconsciemment tu acceptes cette distance-là avec l'autre. Et parce qu'elle te convient bien, finalement. C'est ça, parce qu'elle te convient bien, et que ça te permet donc de toucher du doigt la relation tout en gardant la possibilité de faire machine arrière et de garder ton autonomie, quoi, et de pas te mettre en couple et de pas t'engager. C'est le fameux oui mais. C'est ça. Ça peut être ça aussi. Consciemment, je dis que je veux être en couple, mais en fait, il y a un truc en moi qui résiste à cette idée-là et qui du coup, qui veut pas faire couple et ça t'arrange bien du coup pour toutes ces raisons-là, finalement de tomber que sur des hommes qui sont en couple. Parce que c'est pas anodin quand même. Tu vois, peut-être que consciemment tu veux t'engager, mais inconsciemment, si tu te diriges vers des gens qui veulent pas s'engager, c'est peut-être que toi aussi il y a un truc qui veut pas s'engager. D'indisponibilité à cet endroit-là. Ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ouais. C'est plusieurs pistes que j'avais notées.
Alors, on a bien classé les questions parce qu'elles se répondent bien, je trouve. Oui. Alors là, c'est une question d'un homme, du coup. Quand il n'y a pas de challenge de séduction, j'ai tendance à ne plus m'intéresser à l'autre. Que faire? Ça, c'est classique. Hein. Ouais, mais en fait, ce qui se lit derrière, c'est une vision qui est vraiment auto-centrée de la relation, quoi. En fait, il y a l'idée de conquête, de challenge, tu le dis bien. Dès qu'il n'y a plus de challenge, j'ai tendance à ne plus m'intéresser. L'idée de transgression aussi, hein, qu'on retrouve un peu dans la précédente question aussi, mais là d'une façon d'une coloration un peu plus masculine, parce qu'il y a l'idée aussi que en fait ce qui t'excite dans la relation, enfin en tout cas ouais dans la relation, ouais, c'est le fait de briser des barrières, tu vois, qu'il y a un challenge, tu dis qu'il y a une résistance, que de briser une résistance. Il y a l'idée de conquête derrière, il y a l'idée aussi de domination en réalité, hein, qui vient flatter ton ego. Mais une fois que tu as soumis et que tu vois que tu as fait plier par ta volonté, tu vois les résistances qu'il y avait grâce à ce jeu de séduction. Alors je dis résistance, je suis pas en train d'insinuer que tu transgresses à un niveau pénal, tu vois, pas du tout. Genre il y a bien sûr dans la séduction, il y a toujours ce truc de on se donne à moitié, tu vois, voilà. Ouais. Bien sûr, mais quand même il y a ce truc là derrière, tu vois, il y a ce truc de je prends plus d'excitation à transgresser implicitement, tu vois, les résistances et à m'imposer, à petit à petit à te conquérir, que à découvrir la personne que tu es, en fait. Parce que dès qu'il n'y a plus cette résistance-là, en fait, le truc s'effondre et la personne t'apparaît telle qu'elle est, et là, ça t'intéresse plus. Donc, en fait, c'est auto-centré. C'est-à-dire que ce que tu aimes, c'est pas la découverte de la personne, c'est l'image que te renvoie ta capacité à séduire et à conquérir. Donc, c'est complètement auto-centré, en fait. Et le problème, c'est que non seulement tu déçois les autres autour de toi en faisant ça, parce que forcément, ça doit, tu dois causer tu dois briser des cœurs, j'imagine. Ouais. Et en plus, toi-même, on sent une frustration, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas nourri à cet endroit-là. Sinon, tu nous poserais pas la question, mais ça se sent dans ta question. Ouais, c'est une facette de la masculinité toxique en réalité. Hein. Ouais. Et faire, accumuler. Ouais, conquérir quoi. Conquérir. Cette idée de conquête, tu vois. Ouais. Et je suis pas en train là de pointer du doigt en disant ouais t'es un connard ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le but. Le but c'est juste de relever quand il y a des comportements qui tu vois qui sont toxiques à la fois pour toi et pour les autres et de proposer des solutions. Et déjà le premier point c'est d'être lucide sur ce qui est en train d'arriver. Hein. Mm-hmm. C'est d'être lucide là-dessus et de nommer les choses. Et c'est déjà une première étape que tu nous poses la question. C'est une première étape et on te remercie de le faire d'ailleurs. Ouais. Tu vois, moi je veux pas rentrer dans un truc idéologique de par définition disqualifier n'importe qui. Non, pas du tout. Je comprends ta question. Je comprends qu'il y a une souffrance derrière aussi. Et peut-être que l'idée derrière aussi pour sortir de cette situation, l'idée d'un renoncement peut-être. Parce que là ça parle aussi tu vois, ce plaisir de la transgression, ça parle aussi de dopamine un peu. Hein. Ça parle forcément. Tu vois, ça parle de le plaisir que tu vas ressentir après avoir, tu vois. Mais encore une fois, c'est très auto-centré. C'est pas un plaisir de la relation. C'est pas un plaisir d'être en relation avec un autre qui te dépasse infiniment et que tu découvres avec joie. Tu vois, ça parle d'un truc auto-centré encore une fois autour de la dopamine, avec cette idée de il en faut toujours plus et le challenge doit être toujours plus gros et donc ça parle d'un renoncement d'abord parce qu'on sait très bien que c'est très addictif en réalité tous ces challenges là. Complètement, ouais. Tu vois, c'est comme pour toutes les addictions, tu vois. Et les apps de rencontre, on en a déjà parlé. Et les apps de rencontre pas du tout pour ça, tu vois. Ça, et donc en fait, une des pistes pour ça, c'est le renoncement. Il y a une forme de renoncement tu vois, de se sevrer en fait même de cette conquête, comment dire, frénétique et je pense que c'est une piste de solution. Parce que du coup, en désapprenant à ce truc-là, en te sevrant, il va rester peut-être un peu une forme de frustration de pouvoir de plus pouvoir t'imposer de cette manière-là. Mais ce qui reste derrière, c'est quand commence la frustration, commence aussi la véritable reconnaissance de l'altérité. Et le fait qu'il y a un autre en face de toi que ton comportement va peut-être pouvoir faire souffrir, ou alors que tu vois que toi-même tu peux être impacté par l'autre en face de toi, et donc là tu rentres dans le domaine des petites frustrations de la vie quotidienne, et être avec les autres c'est toujours un peu frustrant parce qu'il y a toujours des choses auxquelles on doit renoncer un peu parce que le vivre ensemble impose ça. Si c'est toujours moi je, en fait il y a plus de vivre ensemble, et donc peut-être que c'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir t'ouvrir à l'altérité et peut-être relationner de façon plus avec plus de sens quoi. Donc voilà, c'est vraiment une piste moi de sevrage, sevrage de tous les trucs qui vont aller dans le sens de la conquête, de toujours plus, c'est-à-dire les apps de rencontre,
la pornographie peut-être aussi derrière, tous les trucs qui vont renforcer cette espèce d'ego, tu vois, de quête de domination, quoi. Ouais. Voilà. Alors, que pensez-vous de la posture de dominant d'un homme ? Les questions sont reliées. Oui, on a fait exprès. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu entends par... c'était une femme qui posait la question. Et moi, j'ai envie de dire quand même, dominant, ça peut prendre plusieurs connotations. Alors, c'est vrai que dans le dominant, il y a quand même un truc négatif. Ouais, c'est ça. Parce que la il y domination, a quand même un truc qui veut prendre l'ascendant sur l'autre. Ouais. Là, en le disant, tu vois, je m'en rends compte. Ouais. Il y a un truc d'ascendant. Là, clairement, c'est toxique. Hein. Ouais. Franchement, si c'est dans ce sens-là, c'est clairement toxique. Maintenant, si c'est dans le sens de je sais ce que ça dépend j'aime, ce que t'appelles dominant. Ça dépend ce que t'appelles dominant. Si c'est dans le sens plutôt de je suis plutôt assertif, j'ai confiance en moi, tu vois, ce truc-là plutôt. Mais je garde une attitude qui est hyper ouverte et respectueuse et je suis pas complètement fermée et monolithique. Là, ça peut être cool et attirant et charismatique, tu vois. Mais c'est vrai que dans le sens dominant, comme tu l'as posé, il y a un truc quand même négatif. Donc, que pensez-vous de la posture de dominant d'un homme ? J'ai envie de te dire, si c'est complètement fermé et que c'est pas fluide et que c'est pas que ça se pose pas de questions, c'est toxique. Hein, ça parle des différentes facettes de la masculinité, qu'elles soient lumineuses ou toxiques. Ouais. Dans le côté toxique, ça va être la domination, effectivement, la recherche de domination pour la domination, c'est-à-dire juste pour de façon auto-centrée, pour le plaisir de transgresser et d'avoir et de réduire l'autre à un statut inférieur à soi. Ouais. Mais derrière la connotation de domination, il peut aussi y avoir tout simplement quelqu'un d'assertif. Quelqu'un qui est sûr de ses valeurs, mais qui en même temps est assez ouvert pour tolérer et encourager la présence des autres autour de lui. C'est ça. Et là, pour le coup, alors c'est plus la domination, mais c'est peut-être une facette du masculin lumineux. Et c'est ce qu'on te souhaite de trouver, et c'est ce que je souhaite à la fois aux hommes et aux femmes, parce que les femmes peuvent aussi avoir ce masculin lumineux chez elles. Bien sûr, il y a des femmes dominantes aussi voilà, exactement. dans ce sens-là. Hein. Et dans ce cas-là, je parle de masculin au sens archétypal du terme. Hein. Oui. C'est-à-dire, on n'est plus dans juste les hommes et voilà. On avait fait un épisode là-dessus. Mais c'est vrai que les gens ont du mal avec ça, mais je continue d'employer ce terme-là parce que c'est quand même culturellement encore marqué. Ouais. Et donc, le masculin lumineux, c'est ça. C'est à la fois une assertivité, tu vois, un ancrage, une sécurité aussi profonde. Et en même temps, la capacité de ne pas être monolithique, comme tu disais tout à l'heure, et de s'ouvrir à l'autre. Et à son intériorité aussi. Exactement. Et voilà, et d'encourager l'autre et de vouloir que l'autre s'élève en même temps que toi. S'élève, tu as dit. S'élève. Enfin voilà, et ça parle de ça. Il y a du boulot à faire encore à ce niveau, hein. Mais ouais. Complètement. Alors, question suivante. Quand une relation devient toxique, l'était-elle déjà avant et peut-elle redevenir saine ? Ouais, c'est intéressant ça aussi. Ouais, hyper intéressant. Déjà, j'aime bien ta question parce que tu doutes d'un truc. C'est-à-dire, effectivement, on entend beaucoup trop, je trouve, qu'il y a des gens toxiques. C'est vrai qu'il y a des gens toxiques. C'est vrai. Dans les limites des troubles de la personnalité. En termes psychiatriques, je veux dire. Hein. Oui. Pervers narcissique. Voilà. Mais ça, c'est pas une majorité de gens, quand même. Hein. Ouais. Tu vois, on parle d'une minorité, là. Hein. Vraiment. Hein, les gens qui peuvent être qualifiés de troubles narcissiques ou des choses comme ça, troubles de la personnalité narcissique, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, alors après, si tu prends tous les troubles de la personnalité ensemble, je crois que c'est à peu près 9% de la population, un truc comme ça, un peu moins peut-être. Donc c'est quand même un petit paquet, mais c'est pas la majorité des gens, en fait. Voilà. En fait, toutes les déviations de la personnalité, enfin tous les troubles de la personnalité, hein, au sens du DSM, du DSM 4, DSM 5, hein, qui est l'ouvrage de référence en psychiatrie. Donc on est autour de un peu moins de 10% de la population. Donc effectivement, derrière, ce qui veut dire que dans 90 autres % des cas, effectivement, c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation qui le devient. Et on peut très bien être deux personnes saines avec une relation toxique. Ouais. Voilà. Donc, sachant cela, effectivement, si la relation est devenue toxique, c'est pas qu'elle l'était nécessairement à un moment, en fait. Tu vois, et nous-mêmes. Mais juste, je suis pas trop d'accord quand tu dis on peut être deux personnes saines et avoir une relation toxique. Oui, ça c'est vrai, mais est-ce qu'on est jamais vraiment sain ?
Oui, je suis pas sûre que ça existe. Je vois ce que tu vois ce que je veux dire. Moi, je dis ça au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire au sens de la catégorisation qui a été faite par rapport au trouble. Évidemment. Parce que je pense que c'est important de dire, parce que ce qu'on entend par toxique, c'est souvent l'idée de pervers narcissique derrière ces choses-là. D'accord. Et je voulais mettre. Et pervers narcissique, d'ailleurs, c'est, je crois, 2 ou 3, même moins que ça. Hein, c'est genre, ça se compte en 1 ou 2% de la population. Hein. Donc, c'est vraiment pour prendre un peu ce truc-là de la psychiatrie qui en gros, qui catégorise les comportements en fonction de troubles, tu vois, Oui. et de dire que les vrais troubles toxiques comme ça, chez des individus qui peuvent être reconnus par les instances médicales, c'est une minorité. Ok. Tu vois, donc effectivement, on n'est jamais sain à 100%, je suis d'accord avec toi. Ça pose vraiment cette question-là aussi, je suis d'accord avec toi. Mais bien sûr, on peut quand même être relativement sain, on va dire, et passer des moments toxiques dans la relation. Moi, je pense qu'on a déjà eu ça, on a eu des moments où on était toxiques l'un pour l'autre. Ah ouais. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'on ait la relation pour autant. Ouais. Voilà, c'est la réponse que je donne par rapport à ça. Donc, quand une relation devient toxique, l'était-elle déjà avant ? Pas forcément. Pas forcément du tout. Il peut y avoir des déclencheurs, des situations de vie difficiles. C'est souvent dans les situations difficiles d'ailleurs, ou même la naissance d'un enfant, qu'il y a des trucs qui n'avaient pas été vus avant, qui se réveillent. Il y a d'autres facettes de notre personnalité qu'on ne pensait pas avoir qui se réveillent. Et du coup, ça s'entrechoque avec la réalité de l'autre qui la vit pas forcément pareil. Et du coup, oui, bien sûr qu'une situation peut devenir toxique. Et est-ce que ça peut redevenir sain ? Du coup, oui. Forcément, si vous dépassez ce truc-là, oui, il n'y a pas de... ça bouge, hein. Ouais. Ça bouge, hein. Il faut juste pas s'enfermer dans le truc. Il faut prendre conscience que c'est devenu toxique et faire les choses pour que ça ne le soit plus. Ouais. Alors, question d'après. Est-ce qu'il peut y avoir différentes façons d'aimer son partenaire ? Oui, je pense que ta question, elle peut, on peut évoquer aussi les différents langages de l'amour. C'est Gary Chapman qui en parle de ces langages. Il en cite 5. Il y a les paroles valorisantes. C'est par exemple si l'autre t'exprime ton amour en te faisant des compliments, en te valorisant par des mots, etc. Ensuite, il va y avoir les moments de qualité. Si l'autre exprime ou si vous exprimez votre amour par des activités que vous faites ensemble, par des moments de communication, vous allez dialoguer ensemble, etc. Ensuite, le troisième, ça va être le fait de donner, d'offrir des cadeaux. Ça peut être des cadeaux immatériels ou matériels. Hein. Le quatrième, c'est d'exprimer son amour en rendant des services à l'autre. Et par exemple, en faisant le dîner ou ou en faisant les courses ou voilà. Et le dernier, c'est le toucher physique. C'est exprimer son amour par des câlins, des caresses, du sexe, etc. Et donc oui, il y a plein de façons d'aimer son partenaire. Chaque façon, même là, c'est un peu réducteur d'en mettre 5. Je pense qu'il y en a encore plein. Et chaque façon d'aimer est totalement unique. Et oui, je pense que c'est une bonne réponse. Nous peut-être on peut dire un peu c'est quoi le langage de l'amour. Toucher physique en premier, je pense, hein, en vrai. Le parole valorisante, toucher physique, j'ai l'impression. Ouais, moi je pense que c'est parole valorisante et toucher physique, je suis d'accord. Et après, service rendu et moment de qualité aussi. Les cadeaux, un peu moins, par contre. Les cadeaux, on n'est pas très cadeaux. Moi, je sais que, par exemple, pour mon anniversaire, je m'en fiche si tu me fais pas de cadeaux. Ouais, moi aussi, je m'en fous complètement. Ouais. Donc ça... Ouais, non, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le truc de s'offrir des trucs, non. Ouais. Mais par contre, le toucher, les câlins et dire qu'on s'aime, moi, je pense que je te dis je t'aime 35 fois par jour, quoi. Ouais. Même minimum, plus que ça, je pense. Ou par exemple, si on se fait pas un câlin le matin, par exemple, si je pars tôt et que toi tu dors et que du coup, j'ai pas eu de câlin jusqu'au soir quand je rentre, je suis pas bien. Et du coup, je me sens reconnectée à toi dès qu'on se prend dans les bras. Moi aussi. Ça crée automatiquement une connexion. Tu vois, c'est nos langages à nous et c'est totalement... tu vois, c'est totalement... Et d'ailleurs, nous, on partage ces langages, mais il peut y avoir des couples où c'est même pas exactement les mêmes. Ouais, c'est clair. Par exemple, toi, ça peut être de me faire des cadeaux. Et si je connais ce langage-là, il faut que je le comprenne comme c'est bon, ça veut dire qu'il m'aime. Mais ça, faut en discuter. Ouais, c'est clair. C'est un truc qui s'apprend et qui s'expérimente et qui se communique. Ouais, tout à fait. C'est quoi la question suivante ? Alors, comment vivre avec quelqu'un qui ne veut pas parler de ses émotions alors que pour moi, c'est vital ? Alors, déjà, le premier point, c'est que j'entends ta frustration. J'entends ta frustration. Quand on aime bien verbaliser ses émotions, ça peut être frustrant que la personne en face de soi ne fasse jamais ça. On peut se dire, mais
j'ai besoin de savoir, il y a quelque chose qui se communique pas, voilà. Moi, sache que déjà, je me reconnais un peu là-dedans parce que j'aime bien parler de mes émotions. T'aimes bien verbaliser. Ouais, j'aime bien verbaliser, Ouais. c'est important pour moi. Ceci étant dit, parler des émotions n'est pas toujours la bonne façon de se réguler et de comprendre l'autre. Mm. Tu vois, je pense que c'est important de le noter. On peut beaucoup parler et utiliser la parole comme un moyen, tu vois, de jamais traverser l'émotion, en fait. Carrément. D'être dans une logorée et de nanana, en fait, on traverse pas l'émotion et on peut même être dans le reproche, tu vois, compulsif et en fait, en parlant de son émotion, en fait, en réalité, à mettre une énergie de manipulation de l'autre, c'est pas clair, hein, tu vois, c'est pas clair. On peut parler pour ne rien dire aussi. On peut parler pour ne rien dire. Ça parle aussi des langages de l'amour, ça. C'est-à-dire que souvent, les hommes ont un peu plus de mal à verbaliser leurs émotions. Ouais. Tu vois, mais c'est pas pour autant qu'ils ne communiquent pas leurs émotions d'autres manières. Tu vois, donc encore une fois... Et c'est pas pour autant qu'ils la gèrent pas aussi de leur côté, d'une Exactement. certaine manière. Je crois qu'on en avait déjà parlé avec Ouais. Angelo, ça. Bien sûr, on en a parlé Ouais. avec Angelo, parce que lui-même disait ça. Il disait, mais en fait, j'en ai marre qu'on érige le fait de parler de ses émotions comme un idéal. Ouais. Tu vois. Alors, le mutisme complet n'est pas un idéal non plus, tu vois. Je suis d'accord. Mais donc il y a un juste milieu, encore une fois. Mais ouais, c'est quand même important, ça. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin en ce moment de Robert Neuburger, qui est un psychiatre spécialisé en thérapie systémique et familiale, et qui disait une chose très intéressante à ce sujet. Je le cite. Une autre norme est particulièrement pernicieuse car soutenue par de nombreux professionnels, et souvent non perçue comme étant la norme d'une époque. C'est l'idée qu'une bonne communication doit primer dans le couple, ce qui est interprété le plus souvent comme le fait d'établir une bonne communication verbale dans le couple. Ce n'est pas en soi une mauvaise proposition, mais elle méconnaît que la communication humaine est complexe et que le verbal n'est pas toujours le meilleur canal de communication. Des phrases reviennent souvent lors des consultations, ils ne parlent pas ou pas suffisamment, ils refusent le dialogue, etc. C'est souvent des hommes, hein, vous voyez. Mais cela correspond plus chez certains à une lassitude d'entrer dans des dialogues qui deviennent répétitifs et prédictibles dans leur contenu. Les échanges verbaux, notamment lorsqu'il y a des désaccords, tournent souvent en dialogue de sourds. Il me semble que si quelque chose s'use effectivement vite dans le couple, c'est bien le langage. Souvent, les échanges deviennent prédictibles. Chacun sait ce que l'autre va répondre à telle ou telle demande, et le résultat est frustrant pour les deux partenaires. Et je suis assez d'accord avec ça, en fait. Ouais. Et alors, encore une fois, c'est une question de dosage. Hein. C'est-à-dire que une absence totale de communication sur les émotions peut être déstabilisante, et je comprends ta souffrance par rapport à ça. Et quelqu'un qui se ferme comme une huître, c'est pas non plus la solution, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Mais en même temps, essayons de prendre ça en considération, notamment pour mieux accepter notre partenaire, parce qu'on n'a pas tous la même façon de gérer ça, et que parfois, le dialogue peut effectivement être exténuant. Ouais. Et je pense que justement, si tu lui laisses l'espace et que t'es pas et qu'il ressent pas en fait que pour toi c'est compliqué, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va justement se livrer aussi. Ouais. Tu vois. Peut-être que là, il se sent pressé de devoir absolument être comme toi et qu'il a pas envie parce qu'il est pas comme toi en fait, tout simplement. Et si tu le décharges de cette pression-là, c'est peut-être à ce moment-là qu'en fait la magie va opérer. Et si elle opère pas, et ben après ça reste une QDL. Voilà, ça reste une question de limite, exactement. Est-ce que pour toi ça devient insupportable ou pas, dans ce cas-là, tu t'en vas. D'avoir un partenaire qui est fermé comme une huître. Et si pour toi tu penses que tu peux dépasser ça parce que tu l'aimes, et ben voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de QDL, j'en remets une là, comme ça. Parce que, QDL, c'est question de limite. Hein. C'est-à-dire, en gros, on peut pas répondre pour vous, quoi. Ouais, c'est à vous de voir où vous mettez la jauge de ce que vous acceptez ou pas chez l'autre. Voilà. Quoi. Et ben, on en a pris une, on en prend toujours quelques-unes pour vous montrer, encore une fois, parce qu'on en reçoit toujours beaucoup. Mm-hmm. Comment faire en sorte que l'autre récupère ses responsabilités émotionnelles et relationnelles ? Ben, tu peux pas faire en sorte que l'autre récupère ses responsabilités. Ouais, non, il y a que toi qui peux être responsable, mais l'autre tu peux pas forcer l'autre à être responsable. Ça, c'est sa responsabilité à lui, en fait. Ouais. Donc ça marche pas. Donc tu peux pas. Il y a rien à faire. Malheureusement, il y a rien à faire. Ouais. Soit tu veux décider de patiente et t'as la foi, soit Ouais. Et le coach sur Instagram qui va te dire qu'il y a quelque chose à faire, forcément tu sauras que après ça va être de la manipulation ce qu'il va t'enseigner. C'est comment récupérer ton homme par rapport à ça. Peut-être qu'il faut. Non. Ouais. Il y a un moment tu peux faire ta part du boulot. T'as pas le contrôle. Faut accepter aussi qu'on n'a pas le contrôle. Tu peux investir la relation, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a des choses qui nous échappent, quoi. Et c'est très difficile de l'admettre. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Et c'est très difficile à traverser aussi. Ouais.
Alors, comment savoir si c'est une relation d'amitié ou d'amour dans le lien qui se crée ? Donc, relation d'amitié ou relation d'amour. Moi, je dirais que c'est l'attirance sexuelle, parce que je pense que c'est ce qui vient à la base, quoi, Ouais. et qui fait la différence entre un ami et un amoureux. Ouais. C'est la dimension Eros. Hein. Ouais. Et j'ai envie de dire, par contre, attention à ne pas se fier forcément au premier date, au premier encart. Ouais. Parce que tu peux avoir une attirance sexuelle qui se crée au fur et à mesure que tu apprends à connaître la personne aussi. Tout à fait. Moi, je sais que c'est ce que j'ai vécu avec toi. Je sais pas si toi, tu as eu la même chose avec moi. Oui, bien sûr. Moi, j'étais pas en mode. Ouais, au premier ouais. premier rendez-vous, ça s'est très, très bien passé. Parce On a vachement pudeur, discuté. Tu vois, on n'est pas des. On n'arrive pas. Le Antonio Banderas, comme ça. Antonio Banderas. Je parie avec la chemise ouverte. Tu vois, regarde mon muscle. Tu vois, non. Tu vois, on a un peu un côté pudique, donc forcément, on n'est pas. Donc, du coup, j'avais pas envie de me jeter sur toi au premier rendez-vous, tu vois. On a appris à se connaître doucement et tout. Et même là, je me rappelle, je suis allée au premier date et je me suis même dit, comme on avait discuté avant, ouais. Et on avait trop accroché par message. On avait déjà plein d'atomes crochus par message avant qu'on se voit. Hein. Je me suis même dit, j'y vais. Au pire, si j'ai pas d'attirance, ça deviendra un super pote. Parce que on est trop. Bon, attention à pas te friendzoner. T'avais non la plus, friendzone hein. dans la tête. Ouais. Non, mais vraiment parce que je te trouvais trop sympa, quoi. Donc voilà, l'attirance sexuelle, c'est pour moi ce qui permet de faire la différence, mais ça vient pas forcément tout de suite. Alors peut-être aussi un autre truc, là je suis en train d'y penser à l'instant, c'est l'inverse de ce qu'on disait sur le oui mais, c'est-à-dire dès que c'est un oui mais en fait ça veut dire non. Oui. Enfin pas l'inverse, mais tu vas voir où je veux en venir. Face à quelqu'un, il n'y a pas 40 000 options. Il y a soit non, ok, donc non, tu sais que c'est non, c'est pas possible. Et la c'est personne, un nom du corps ça en va fait. pas. Il y a un truc, c'est parfois ça peut être une odeur, un truc, tu sais que c'est pas possible. Genre c'est non. C'est vrai. Et il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est même si c'est je sais pas, peut-être, bah, c'est probablement. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Donc c'est un peu l'inverse du c'est l'inverse du oui mais du coup. Ouais, bah oui, parce que c'est vrai en fait. C'est-à-dire tu sais, ça pour les trucs d'attirance physique, enfin. Oui. Il y a un truc que tu sais, c'est le non. Le oui est plus compliqué, je trouve. Parce que là, tu te poses la question, tu dis, mais est-ce que ça mais là, peut tu parles ou pas ? d'attirance physique, mais là, ça je parle peut être... d'attirance physique, là. Ah oui, ok, tu parles d'attirance non, là, je parle physique. d'attirance J'avais physique. pas compris, ok. Je parle d'attirance physique, là. C'est-à-dire l'alchimie, tu vois, physique que tu as avec la personne. Tu sais, tu rencontres, tu fais la bise, tu sens la façon que les corps ont de se positionner. Ouais, n'oubliez pas qu'on trucs-là. reste des animaux aussi. Hein, Voilà, c'est-à-dire que le signal du non, on l'a tous. Il y a des trucs, parfois, on ne sait pas pourquoi, même la personne peut être belle ou tout ce que tu veux, mais c'est non. Ça dit non, tu vois. Ouais. Voilà, donc c'est soit non, soit ben c'est peut-être oui. Tu vois ce que je veux dire ? La trouves sympa. Ça veut pas dire que ça va forcément être oui. C'est pas le. Je suis pas en train de parler de consentement là. Attention. Pas... Là, je parle oui, bien sûr. Non, je suis en train de parler des signaux que tu vas avoir au contact d'une personne. Oui. Ouais, voilà, tu sais très rapidement quand c'est non. Donc si jamais c'est pas un non, c'est qu'il y a peut-être possibilité. Il faut essayer. Ne te ferme pas tout de suite, voilà. quoi. Ouais. D'ailleurs, je crois que la question d'après, elle ressemble un peu. La question d'après, c'est j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel dernièrement, mais pas très attiré physiquement et j'ai pas l'habitude. Bah en fait, c'est ce qu'on disait. Hein. Ouais, c'est parfois une question de look. Toi, par exemple, tu aurais aimé que je fasse 1m80, bon, j'en fais 1m70. Donc... Ouais, donc moi, on l'a déjà dit, hein, mais au début, ça m'a un peu. Dès que je t'ai vu arriver, je me dis aïe, tu vois, genre, je sais que c'est dans mon imaginaire, c'était pas attirant un homme qui fasse pas 1m80, tu vois. Et ben en fait j'ai dépassé ce truc là parce que je t'ai trouvé exceptionnel comme ce qu'elle dit ici dans la question, et finalement après j'ai été au-delà de la première impression, et après l'attirance sexuelle est venue, tu vois. Bah ça parle des critères aussi du coup là. Ça parle des critères. Est-ce que tu avais des critères physiques, des trucs Encore une fois, et ça reparle du nom aussi, hein, c'est-à-dire ok, la personne est exceptionnelle et tout, est-ce qu'il y a un truc qui est rédhibitoire? Ouais. Mais vraiment rédhibitoire, c'est-à-dire c'est un vrai nom, ou est-ce que c'est un truc mental de critères parce que c'est pas exactement ce que tu aurais voulu, mais truc, moi c'était plus un truc de critères que je mettais un peu d'adolescent, tu vois, genre. Donc effectivement, mais toi c'est là la question est de te dire, est-ce que c'est un non ou est-ce que c'est juste parce que t'as pas l'habitude comme tu le dis et que bah du coup ça te désarçonne un peu et tu sais pas trop quoi faire, bah tente-le quand même. Après par contre si tu te rends compte que c'est un non, fais attention à ne pas le friendzoner parce que tu pourrais le blesser.
Il faudrait lui dire assez rapidement. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que ça peut être aussi blessant pour la personne en face. Voilà. Donc, Alors justement, il y a une question là, j'inverse l'ordre parce qu'il y en a une qui va dans ce sens-là. Comment faire quand on n'est plus sur la même longueur d'onde avec notre partenaire? Alors c'est pas exactement la même chose du tout même, mais je la mets là cette question parce que cette idée du frottement quoi encore. Hein. Cette idée du frottement quoi. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Le fantasme d'être tout le temps sur la même longueur d'onde avec son partenaire, malheureusement, c'est impossible. C'est impossible. Il y a toujours forcément des moments où tu n'es plus sur la même longueur d'onde. Après, voilà, tout dépend de l'échelle aussi. Tout dépend de l'échelle, en fait. Est-ce que c'est la vision, par exemple, est-ce que si vous n'avez plus de vision commune, là, pour moi, ça pose problème quand même. Tu vois. Moi, c'est la maison, justement, le truc de la maison couple. Si les fondations de la maison couple, elles sont plus du tout synchronisées, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elles sont plus fondatrices, justement. Et qu'il y a une des deux colonnes qui s'effondre, pour moi, c'est que ça reste quand même compliqué. Ouais. Moi, ça parle des aspirations. C'est-à-dire s'il n'y a plus d'aspiration en commun. Pourquoi j'emploie le terme d'aspiration? Parce que c'est la juxtaposition entre les valeurs et les projets. Oui. Parce que les valeurs seulement, on peut vite se perdre dans certaines valeurs, des trucs qu'on croit vrais. En fait, finalement, on change de valeur du jour au lendemain. C'est ça. Ou même pas du jour au lendemain, mais parfois on peut être un peu sclérosé sur certains trucs. Et en fait, voilà. Ça évolue. Et les projets, pareil. Les projets, tu vois, c'est pas... tu vois, ça évolue aussi, tu vois. Mais l'ensemble des deux, la cohabitation des deux, ça vient créer par contre une réalité qui est celle de l'aspiration, de la vision. Moi, c'est un peu ces deux trucs-là ensemble. Et ça, si la vision devient complètement désynchronisée, au sens où vous n'avez plus les mêmes projets, ces projets ne sont plus irrigués par les mêmes aspirations, par les mêmes valeurs, par les mêmes besoins, et que ça atteint un stade critique, là, tu le sais. Mais le problème, c'est que ça, c'est aussi un peu une QDL, parce qu'au final... oui, on ne peut pas répondre à votre place, on ne sait pas ce que tu veux dire par même longueur d'onde. Ça peut être juste un petit truc... Et puis, tu vois, il y a aussi autre chose... c'est que moi ça me parle aussi de l'idéal de bonheur dans notre société, c'est-à-dire que, et je suis pas en train de faire un jugement de valeur là-dessus, juste je constate que si l'idéal de notre société c'est le bonheur, et ce qui est le cas je pense à plein d'égards, et en fait comme c'est l'idéal l'absolu qu'il faut atteindre, en fait dès que ça frotte un peu dans la relation, dès qu'il y a des moments où on n'est plus sur la même longueur d'onde, on peut, en fait, comme on n'arrive plus à atteindre cet absolu, c'est un motif de rupture. Tu vois. Alors, je dis pas que c'est, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est pas un jugement de valeur. Parfois, il est sain et bon de rompre. Bien sûr. Tu vois, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est là, je parle, je dézoome et je me mets à une échelle sociétale. Et je constate que effectivement, peut-être que si on remet un peu de sacré dans la maison couple et qu'on y travaille. Mais tu vois, tu dis on. Ouais, et qu'on est deux à y travailler. Mais c'est ça que je veux dire. Voilà, peut-être que dans le truc là aussi. C'est parce que je suis pas en train de raisonner à un truc individuel. Je suis en train de raisonner à une échelle collective. Ouais. Mais parce que le couple, c'est un collectif. Il faut que les deux travaillent. C'est ça que je dis. Oui. Mais là, je te parle carrément à une échelle sociale. Tu vois. Et c'est vrai que quand le couple redevient sacré, alors que ce soit parce que tous les deux on se met d'accord pour dire qu'il y a un truc sacré dans notre union, ou alors que ce soit à une échelle sociale parce que la société valide le côté sacré de l'union de couple, en fait c'est plus facile de traverser les moments de frottement, parce que l'idéal n'est pas le bonheur, l'idéal c'est la famille, le couple, tu vois. Donc là je suis pas en train de faire de jugement de valeur, c'est l'idéal de la société qui est celui de la famille, ça va créer plein de problèmes, hein. Oui. Ça va créer plein de problèmes. Mais il ne s'agit pas mais en même temps, l'idéal de bonheur peut créer des problèmes. C'est-à-dire qu'on peut se désolidariser trop rapidement dès qu'il y a un problème. Et c'est vrai que c'est un truc quand même qu'on observe, tu vois. C'est pas anodin. Je dis pas que tous les couples rentrent dans cette catégorie-là. Je dis pas que tu es dans cette situation-là du tout. Ça se trouve, tu as vraiment des bonnes raisons de te poser la question. Et je juge pas ça du tout. Mais je dis simplement, je dis que voilà, attention à ça. Attention à ça. Ouais. Faut prendre en conscience qu'il y a des dynamiques sociales qui nous dépassent et qui traversent ça, et que c'est pas anodin, tu vois. Voilà, c'était juste pour refaire un point là-dessus. On a consacré un épisode là-dessus avec Angelo, encore une fois, le dernier épisode qu'on a fait avant celui-ci. Ouais. Alors, on va passer à la question suivante. Un couple arrivé au bord du précipice de la rupture peut-il s'en sortir? Alors ça me parle d'un truc, pareil, c'est un autre livre de Robert Neuburger que j'ai déjà cité tout à l'heure. Le livre s'appelle Les territoires de l'intime.
Et il parle justement de la constitution du couple, hein, et que en fait un couple ne peut se construire que en conquérant un nouveau territoire d'intime. Et ce territoire d'intimité là, c'est ce que le couple partage, tu vois. Et donc faire couple, c'est partager un territoire d'intimité. Et ce qu'il dit, c'est que la constitution de ce territoire d'intimité dans le couple, il se fait pas sans heurts. Et que parfois, dans certains couples, il y a ce qu'il appelle les épreuves ordaliques. Et en gros, on met en danger le couple au point de frôler la rupture. Et c'est un moyen, en fait, de tester, inconscient bien sûr, de tester la solidité du lien. Et même, en fait, de s'en remettre à une puissance supérieure qui décide pour nous. Et épreuve ordalique, ça vient en gros de ordeal, je crois, en anglais. Et c'était au Moyen-Âge, en gros, quand dans certains châtiments de mort, notamment, et ben en fait, on demandait aux suppliciés de faire une épreuve qui était où il avait une chance sur deux de mourir, quoi, quasiment. Okay. Tu vois. Et si il y survivait, ben on estimait que c'était Dieu qui avait décidé, que c'était pas les hommes. Donc en fait, on s'en remet à une forme de destin, de puissance supérieure. Et ça s'appelle l'épreuve ordalique. Du coup, ordeal, ça donne ordalique. L'épreuve ordalique, c'est justement ce moment où on va tellement loin, proche du précipice de la rupture, qu'on s'en remet à une puissance extérieure pour juger de la validité ou pas du couple. Et c'est grâce. Et si parfois en traversant ces épreuves-là, ça nous rassure sur la capacité à conquérir ce territoire d'intime et à le faire exister. Et donc voilà. Et donc ça me fait penser à ça. Et donc c'est un schéma déjà qui existe, qui est répertorié dans ce livre et que les thérapeutes de couple notamment connaissent. Donc c'est pas du tout un truc qui est inconnu. Enfin c'est répertorié, tu vois. C'est un sujet. Et donc bien sûr qu'un couple qui est arrivé au bord de la rupture peut s'en sortir, évidemment. Évidemment. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours désirable, c'est pas toujours ce qu'il faut. Ouais, aussi. Mais bien sûr que ça peut arriver. Mais il n'y a pas de règle, quoi. Non. En vrai, c'est un peu ça la réponse. Hein. Peut-être que ce que vous avez traversé, c'est une épreuve ordalique. Peut-être. Voilà. Ok, on peut peut-être s'arrêter là. Ouais. Je n'ai rien à ajouter. J'espère que cet épisode vous aura plu. On n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'on en a reçu beaucoup. Sachez qu'on les garde. On a encore les questions, on les a toutes et que probablement on en ressortira peut-être à l'occasion d'autres épisodes. Et voilà, n'hésitez pas à liker l'épisode, à le commenter. Je crois qu'on peut faire ça maintenant aussi sur Spotify, à le partager autour de vous s'il vous a plu. Et j'espère qu'on aura répondu au mieux à vos interrogations, à vos questions. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Et on vous souhaite d'excellentes vacances d'excellentes fêtes de fin d'année Noël aussi. Et de fêtes de fin d'année. Et une très belle fin d'année. Et on se retrouve en janvier, du coup, pour de nouveaux épisodes. L'année prochaine. Yes. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao.